Plusieurs dizaines d'acteurs gouvernementaux, sécuritaires, experts étaient réunis ce jeudi à Cotonou dans le cadre du dialogue national sur le thème Frontières, tourisme et extrémisme violent au Bénin. Au Zimbabwe, les candidats à la présidentielle, aux législatives et aux élections municipales étaient appelés ce jeudi à faire acte de candidature auprès des tribunaux. Et puis en Afrique du Sud, 2 personnes ont été tuées à coups de couteau ce jeudi dans une mosquée par un homme qui a été abattu par la police. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Bénin où plusieurs dizaines d'acteurs gouvernementaux, sécuritaires, experts chercheurs étaient réunis ce jeudi à Cotonou dans le cadre du dialogue national sur le thème Frontières, tourisme et extrémisme violent au Bénin. Il est ici question d'échanger les expériences et les analyses sur les enjeux des frontières et du tourisme à l'ère de la montée de l'extrémisme violent dans les pays voisins. Face à l'insécurité montante dans les pays limitrophes du Bénin, il y a lieu que les acteurs politiques, les forces de défense et de la sécurité, la société civile et les experts mutualisent les connaissances afin d'avoir une meilleure compréhension de l'extrémisme violent ainsi que de sa prévention. Investir dans la prévention permettra de développer le tourisme au Bénin. La lutte contre l'extrémisme violent doit être globale. Son éradication n'est possible que dans le cadre d'une synergie d'action et que le succès de celle-ci ouvre les portes d'un tourisme sécurisé et par ricochet le développement de notre pays, le Bénin. L'objectif global de ce dialogue national est de contribuer à une meilleure prise de conscience de la nécessité d'investir dans les zones frontalières afin de les éloigner du terrorisme et autres actes abjects. Tous les problèmes que vous avez aujourd'hui de terrorisme, que nous appelons terrorisme, ou d'extrême violent, c'est toujours local. Ça, les causes sont toutes des causes locales. Et on fait venir l'international pour appuyer les causes locales. Vous voyez, ils sont en Libye, ils se battent en Libye. Ils sont en Irak, ils se battent en Irak. Maintenant, il faut forcément que les conditions soient réunies dans un pays pour que ça arrive. Et nous pensons que nous essayons de décrypter les signes violents pour savoir quelles sont ces conditions-là pour le Bénin et agir dessus pour éviter que cela n'arrive. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de l'édition 2018 de la Semaine des frontières béninoises. Toujours au Bénin, il se tient depuis ce jeudi un séminaire parlementaire sur une proposition de loi qui vise à modifier le code électoral actuellement en vigueur. L'objectif de cette rencontre est de recueillir les observations des organisations de la société civile, des experts et des personnes ressources afin d'améliorer le document avant son éventuelle adoption par l'Assemblée nationale. À l'ouverture des travaux, notre équipe de reportage a recueilli les impressions de quelques participants. On les suit. La 7e législature de l'Assemblée nationale a décidé de jouer sa partition en proposant une amélioration des règles qui régissent l'organisation des élections au Bénin. Mais cet exercice ne saurait se réaliser sans une démarche consensuelle impliquant des experts et des sachants, des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et de l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Telle est la raison qui motive l'organisation de cette assise. Nous espérons donc qu'au sortir de ce séminaire, le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin aura fait l'objet d'un examen critique et holistique, aboutissant à un diagnostic exposant clairement ses forces et faiblesses. Ce diagnostic devra ensuite faire l'objet d'une analyse pertinente afin de proposer des correctifs et des innovations pour aboutir à un avant-projet de proposition de code électoral pertinent et innovant. Les problèmes majeurs de développement sont liés à des constructions institutionnelles qui ne produisent pas souvent les incitations appropriées. Conscient de la possibilité de cette assertion pour notre pays, le Bénin, il nous revient qu'à prendre action
au-delà des discours et des éternelles volontés sans suite. Nous avons l'obligation de bonifier notre démocratie en faisant d'elle une solution pour les populations. Elle ne doit être ni un vain mot, ni une vaine pratique. Il s'agit de faire de la démocratie un catalyseur de développement. L'organisation du mode et des instruments de dévolution du pouvoir revêtent une importance majeure. L'adoption d'un code électoral, donc, est un acte majeur dont les orientations et les dispositions doivent garantir l'expression libre et démocratique des suffrages et la sincérité des processus et des résultats électoraux. C'est dire que le code électoral est un facteur de paix et un facteur de développement. Allons à présent au Niger où une mission de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par le Béninois Robert Dossou vient de séjourner au Niger. Elle a rencontré les différents acteurs politiques nigériens dans le cadre d'une médiation afin de trouver un consensus sur le controversé code électoral et la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de suivre le porte-parole du Front patriotique nigérien, la dernière coalition de l'opposition. Notons que le chef de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas voulu se prononcer face à la presse, préférant réserver sa réaction à ses mandataires. Nous avons essentiellement évoqué la question électorale, où le principal problème réside dans le code électoral. Et nous avons expliqué à nos amis de l'OIF qu'il y a un sérieux problème de consensus à ce niveau et les fronts patriotiques rejettent dans sa forme actuelle le code électoral et donc partant de la CENI actuelle. La question est tellement importante, les élections futures seront un immense défi pour ces pays que toute volonté, qu'elle vienne de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, nous ne pouvons que l'accueillir. Et ici, nous offrons en quelque sorte une chance à cette médiation pour qu'elle tente en tout cas de réunir ce qu'il est très difficile de réunir parce que, comme nous l'avons toujours dit, il y a un langage des sourds. L'OIF s'engage déjà à répertorier tous les points de vue et les amendements nécessaires. Il ne s'agit pas seulement de contester une loi électorale, il faut proposer quelque chose. Ce que nous avons fait, nous sommes prêts à transmettre un document article par article à l'OIF d'ici 3 jours. Nous pensons que, et là aussi nous l'avons évoqué, il ne faut pas qu'on traîne des mois et qu'après on se retrouve devant une impasse juridique au niveau des délais électoraux. Donc nous avons dit à l'OIF de tenir compte de cela. Nous sommes déjà prêts parce que si quelqu'un va dire qu'il a besoin du temps encore pour faire des propositions au niveau du code électoral, c'est que cette personne n'a pas vraiment vu ou lu ces documents qui datent maintenant depuis d'une année. Donc, où tout le monde est prêt et on gagne du temps, où on va vers les pièges vers lesquels ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir veulent amener le Niger. Au Zimbabwe, les candidats à la présidentielle et aux législatives du 30 juillet prochain déposent devant la justice leur dossier de candidature. Ces élections générales seront, il faut le dire, les premières depuis la démission forcée en novembre de l'ancien président Robert Mugabe. Les candidats à la présidentielle, aux législatives et aux élections municipales au Zimbabwe étaient appelés à faire acte de candidature auprès des tribunaux dans tout le pays ce jeudi. Tout comme son principal adversaire, le patron du mouvement pour le changement démocratique MDC, Nelson Chamisa, le chef de l'État en exercice, Emmerson Mnangagwa, a déposé ce jeudi son dossier de candidature pour la présidentielle du 30 juillet prochain, le premier scrutin depuis la chute de Robert Mugabe. Parmi les autres candidats qui ont déposé leur dossier figure Joyce Munduru, une ancienne vice-présidente de Robert Mugabe, limogée en 2014, Thokozani Kupe du MDC, parti en proie à de fortes divisions, Violette Mariacha du Mouvement pour la démocratie unie, UDM, ou encore Noah Manika de la formation Build Zimbabwe. Alors que les élections de l'Mugabe ont été régulièrement entachées de fraude et de violence, le président Emmerson Mnangagwa a promis des scrutins libres, honnêtes et transparents. Mais l'opposition reste très méfiante. Pour être durement enregistrés pour la course à la présidentielle, les candidats
doivent débourser $1000 et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. Emerson Mnangagwa devrait, sauf énorme surprise, remporter la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline après la mort en février du chef historique du MDC, Morgan Tsvangirai. Meurtre dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud. 2 personnes ont été tuées à coups de couteau ce jeudi dans une mosquée de Malbusry. Le forfait a été commis par un homme abattu par la police. Les détails. Le drame est survenu dans cette mosquée de la ville, située à une 60aine de kilomètres au nord de la mégapole touristique du Cap, en Afrique du Sud. Prévenue par des fidèles, la police est intervenue rapidement, mais elle a découvert les corps de 2 personnes mortellement blessées à l'arme blanche. Le suspect, âgé d'une 30aine d'années, était armé d'un couteau et a même essayé d'attaquer la police. Cette dernière l'a abattu. Mais avant, le suspect a blessé 2 autres personnes qui ont été hospitalisées. Aucun détail n'était immédiatement disponible sur les réelles motivations de l'auteur présumé des faits. Cette attaque intervient 1 mois après une autre similaire dans une mosquée de Verulam au nord de Durban. 3 personnes non identifiées, armées de couteaux, avaient égorgé un homme et en avaient poignardé 2 autres. Les 3 assaillants sont toujours en fuite. D'importants effectifs de police ont été déployés sur les lieux de l'attaque, interdits d'accès. Le chef de l'État sud-africain a exprimé son inquiétude quant au fléau d'intolérance, d'assassinat et de conflits qui commencent à s'infiltrer dans la communauté musulmane. Le Muslim Judicial Council, une organisation musulmane sud-africaine, s'est déclaré profondément choqué par l'attaque. L'Afrique du Sud, qui compte 1,5% de musulmans parmi ses 53 millions d'habitants, peut se prévaloir d'une histoire de grande tolérance en matière de religion. Le pays a jusqu'à présent été épargné par les attentats djihadistes. Et puis au Cameroun, une campagne de vaccination gratuite d'1 million de têtes de bétail a été lancée ce mercredi dans la région de l'extrême nord du pays. Le secteur de l'élevage y est sinistré en raison des attaques de djihadistes nigérians de Boko Haram. Les images. À l'initiative du ministère camerounais de l'élevage et du Comité international de la Croix-Rouge, cette campagne de vaccination contre la peste est la première depuis 2 ans. Les premières doses de vaccins ont été administrées à plusieurs moutons et chèvres devant les caméras, plusieurs bergers ayant accouru avec leurs bêtes sur la place des cérémonies de Mémé. Les moutons souffrent beaucoup puisqu'ils ont la maladie, souvent leur ventre là, ça gonfle. Il y a aussi les trucs là, et les yeux. Souvent les yeux aussi leur dérangent. Et il y a aussi les boutons sur leur peau. Et c'est pourquoi on est venu vacciner nos moutons. Pendant la période de Boko Haram là, il y avait beaucoup de problèmes, surtout problèmes de vaccination des animaux. Ce n'était pas facile parce que les Boko Haram les empêchaient de se stabiliser pour vacciner les animaux. Cette opération, qui durera 1 mois, se traduira par la vaccination et le déparasitage d'1 million de têtes de chèvres et de moutons dans 2 départements de la région. L'objectif de ceci est d'éradiquer la peste des petits ruminants sur l'ensemble du territoire national. C'est ça l'objectif principal. Et là aussi de faire aussi augmenter les revenus des populations qui sont en conflit, dans les zones de conflit. D'après une enquête du ministère de l'élevage, les pertes directes du secteur de l'élevage liées aux attaques imputées à Boko Haram étaient estimées en mai 2016 à près de 55 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutent 8,5 milliards de francs CFA de pertes pour la pêche. L'étude précise également que depuis 2012, Boko Haram a volé ou tué dans la région camerounaise plus de 29 000 bovins, plus de 19 000 petits ruminants et plus de 4 000 volailles, alors que ces attaques ont provoqué la fermeture de 21 marchés à bétail, soit l'essentiel des points de vente existants dans la région. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.